Fréquence Entrepreneur met en lumière celles et ceux qui ont l'énergie d'entreprendre. Vous découvrirez au fil des rencontres des entrepreneurs emblématiques par leur parcours et leur réussite inspirante. Suivez Serge Magdelaine, directeur général de LCL, qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. C'est un podcast imaginé par LCL. Les podcasts du Figaro. « 31 décembre 1944, 23h. Les soldats américains passent leur premier nouvel an sur le sol français. 2 semaines déjà que la bataille des Ardennes s'enlise sur le front d'Europe de l'Ouest. Les conditions météo sont désastreuses. Il neige à gros flocons. Les forces alliées ne peuvent plus bénéficier de leur supériorité aérienne. Les troupes américaines stationnent dans le petit village lorrain de Rimling. La nuit est calme. Trop calme ? La température avoisine les moins 20 degrés. Soudain, des silhouettes camouflées en blanc se profilent sur le paysage enneigé. Les Allemands. Ils fondent sur les premières lignes américaines, bientôt rejointes par la 2e DB du général Leclerc. Les combats font rage dans ce froid polaire. L'année 1945 s'annonce sanglante. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des sagas du Figaro Histoire consacré à l'année 1945. Je suis Isabelle Schmitz, directrice adjointe au Figaro hors-série. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule, mettant fin à 6 années de guerre en Europe. Les Alliés, venus d'Afrique du Nord, de Normandie et de l'URSS, atteignent avec douleur Berlin dévasté. L'ordre qui vient est encore flou, mais déjà les géants américains et soviétiques entrent en concurrence. Dans ce premier épisode, nous voyagerons des Ardennes à Dresde, en passant par Yalta, afin d'explorer ce qui s'est joué en ce début d'année 1945. « 12 janvier 1945, le choc des Ardennes. » Cela fait un mois, un long mois, que l'armée allemande a joué son va-tout. Une contre-offensive pour bousculer les 4 divisions américaines qui tiennent le secteur calme de l'Ardenne. Il s'agit de porter un coup au moral allié. Le plan est simple. Franchir la Meuse, envelopper, détruire ou jeter à la mer l'armée anglo-canadienne de Montgomery. L'attaque allemande avait surpris les Alliés le 16 décembre 1944. L'ennemi était, après tout, mal en point. Il s'était servi de projecteurs de flaques pour créer en pleine nuit un clair de lune artificiel. L'attaque avait failli réussir. L'enjeu était de taille. La Meuse, carrefour d'une importance stratégique. Dans les Ardennes, les soldats anglais se réchauffent comme ils peuvent avant de repartir à l'attaque. Extrait du journal filmé Les Actualités françaises du 2 février 1945. À travers la neige, les Alliés regagnent peu à peu le terrain qu'ils avaient cédé. Et voici les premiers morts. Des enfants, des femmes. L'ennemi avait repris un village, il a laissé un cimetière. D'autres cadavres. Les Allemands ici ont assassiné des prisonniers américains. À mesure qu'on les repousse, ils sèment derrière eux leurs traces sanglantes. Et ces prisonniers allemands n'ont pas l'air trop rassurés. En mai 1940, Hitler avait misé sur le beau temps car il bénéficiait de la supériorité aérienne. En décembre 1944, les temps ont changé. La supériorité aérienne est maintenant anglo-américaine. Hitler spécule donc sur les 5 jours de mauvais temps promis par ses services météorologiques. Il baptise l'opération « brouillard d'automne ».
Cette attaque prend de court le général américain Eisenhower. Son armée manque de réserve. Les lignes de ravitaillement sont étirées. Pire encore, les forces alliées ne prennent pas immédiatement conscience de l'ampleur de l'assaut. Les tirs ont commencé très tôt, en matinée. Et l'artillerie allemande savait exactement où était positionnée chacune de nos batteries. Esko Koskinen, soldat américain, au micro de TV Lux. Je pense que je sais maintenant comment ils le savaient. Parce que quelques semaines ou une semaine avant, il y avait des soldats américains se promenant dans la région. Et j'ai senti que ce n'étaient pas de vrais Américains. Il y avait des mouvements, des choses qui faisaient qu'ils les ont rendus suspects à mes yeux. Je n'en ai jamais parlé. Les autres gars avec qui j'étais non plus. Mais c'était de toute évidence des Allemands déguisés en Américains. Sinon, comment auraient-ils pu pointer nos positions avec une telle précision ? Le chaos parmi les troupes américaines est exacerbé par l'intervention de la 150e brigade SS du commando Skorzeny. Ce sont des hommes triés sur le volet pour leur connaissance de l'anglais et leur capacité à manier des jeeps et des armes américaines. Ces soldats sont envoyés derrière les lignes ennemies, déguisés en soldats américains. Leur mission est de semer le trouble parmi les renforts en leur fournissant de fausses informations, dont des directions erronées. Leur stratégie porte ses fruits, à tel point que certaines unités américaines sont temporairement paralysées et qu'Eisenhower lui-même ne peut plus bouger sans être 10 fois contrôlé. Mais l'opération aéroportée qui visait les ponts de la Meuse, menée par le lieutenant-colonel allemand Van der Heijdt, est quant à elle un échec total. Sur 1200 parachutistes envoyés, seuls 270 ont réussi à se regrouper. En parallèle, des unités américaines se replient précipitamment, abandonnant leurs prisonniers. Les Allemands, quant à eux, exécutent plusieurs centaines de soldats et de maquisards belges. Certains groupes isolés résistent et permettent l'arrivée de renforts alliés. Rien n'est gagné, car au soir du 23 décembre, la 2e Panzer Division n'est plus qu'à 7 km de la Meuse. C'est alors que le temps change. Est-ce l'effet de la prière composée à la demande du général Patton par son chapelain, ou de l'évolution naturelle de la météo ? Le ciel clair libère 2034 bombardiers et 818 chasseurs américains, auxquels se joignent bombardiers et chasseurs de la Royal Air Force. Bastogne résiste héroïquement. La petite ville de l'Ardenne belge était l'objectif de 2 panzers et d'une division d'infanterie, soit 40 000 hommes. Le 22 décembre, les Allemands envoient un ultimatum de reddition au général McAuliffe. Le message menace l'anéantissement total si les Américains ne se rendent pas. En lisant cette note, McAuliffe éclate de rire et répond par un simple « nuts ». Ce message fait écho aux merdes de Cambronne à Waterloo. Cette réponse déconcertante pour les Allemands devient un symbole de résistance qui renforce le moral des troupes assiégées. Le 12 janvier 1945, les Allemands finissent par lever le siège de Bastogne. La victoire est coûteuse, car l'offensive puis la résistance allemande ont désorganisé les plans de la campagne d'Allemagne. La bataille des Ardennes prolonge ainsi de plusieurs mois une guerre bien meurtrière. Les Américains de Bastogne ont le sourire et les Allemands, eux, n'ont pas Bastogne. « 27 janvier 1945, Auschwitz, le silence de la mort.
À Auschwitz, le plus grand camp d'extermination du système nazi, l'année 1944 s'est achevée par la pendaison de 5 détenus. 3 Autrichiens et 2 Polonais qui avaient tenté de s'évader. Avant de mourir, les 3 Autrichiens avaient crié « Vive Staline ! Vive l'armée rouge !» L'armée rouge approchait. Devant la menace, les Allemands prennent la décision d'évacuer le camp. Les SS l'annoncent aux déportés dans la matinée du 17 janvier. Dans un froid glacial, s'étirent de longues colonnes d'hommes épuisés et titubants. De femmes qui se traînent sur des routes bordées de cadavres déchaussés et souvent dévêtus. Des SS encadrent les marcheurs. Ils sont là pour empêcher les évasions, maintenir la cadence, pour achever aussi ceux qui trébuchent, ne répondent plus aux encouragements d'un camarade, se laissent tomber dans le fossé. Une balle dans la tête règle leur sort. Pour certains déportés d'Auschwitz et de sa région, des trains attendent en gare de l'Oslo. Des trains ? Oui, mais formés pour la plupart de wagons destinés au transport de charbon ou de plateformes découvertes. Il fait moins 12 degrés dans la journée, moins 20 degrés la nuit. Pour nourriture, quelques betteraves gelées. Pour boisson, de la neige fondue. Les Allemands évacuent les prisonniers des camps menacés par l'avance soviétique en direction de camps toujours sous leur contrôle, comme s'ils espéraient pouvoir éternellement dissimuler au monde les derniers témoins de leurs crimes. À Auschwitz, ils font sauter avant leur départ certaines installations accusatrices et détruisent les archives, ce qui rendra toute statistique funèbre difficile à établir. À Buchenwald, le résistant Alfred Balakowski voit arriver ces convois pitoyables. Ses notes, des gribouillages, disent la réalité de l'horreur. 24 janvier 1945. Hier soir, convoi, train entier de femmes venant d'Auschwitz, ont voyagé 4 jours sur des plateformes de wagons sans toit ni bâche, après 4 jours de marche. Polonaises, ukrainiennes, tchèques, quelques françaises. Amenées hier après-midi, gare de Buchenwald, complètement à bout. Celles qui sont mortes jetées par-dessus les wagons au cours du voyage. Balakowski termine sa note sur ces mots. Déchets considérables. Le 27 janvier 1945, les Russes arrivent à Auschwitz. Un calme total, étrange, règne sur le camp. Ceux des déportés qui restent encore valides se terrent, comme le français Albert Greenholz, caché dans les cuisines sous le tas de charbon. Ils entendent les canons russes, toujours plus proches. Soudain dans l'après-midi, un cri. Les Russes sont là. Ruski ! Vêtus de longues capotes, coiffés de bonnets de fourrure, armes à la main, ils avancent précautionneusement dans le camp investi par l'arrière. Pour la plupart, ce sont des Mongols, appartenant aux troupes de choc. Ils découvrent un camp immense, le plus grand des camps de concentration et d'extermination nazis, atteignant jusqu'à 12 000 victimes par jour. Mais Auschwitz est désormais désert, avec ses magasins où s'entassent des milliers de valises, les béquilles des boiteux, les corsets et les chevelures des mortes, les jouets des enfants, avec ses longs baraquements aux bas-flancs superposés, ses crématoires que les chambres à gaz n'alimentent plus. Silence et neige. Il ne reste plus que 7000 moribonds, 200 enfants sur des paillasses souillées, quelques médecins et infirmières volontaires. Après avoir distribué les quelques provisions qu'ils portent sur eux, ils s'éloignent. Mais des camarades les relayeront. Ceux-là tueront un porc, feront cuire de l'avoine, soigneront comme ils le peuvent et commenceront l'évacuation des survivants de l'enfer d'Auschwitz, conçu comme d'autres camps pour l'extermination des Juifs et dont le nom restera symbole pour l'éternité. Dachau, Buchenwald, Treblinka, Sobibor, ces noms de sinistre mémoire disent l'horreur du système concentrationnaire nazi. Les soviétiques libérateurs du camp et les communistes polonais inscriront plus tard sur des plaques que 4 millions de personnes sont mortes à Auschwitz.
Ces plaques seront retirées en 1990. À partir de 1953, les historiens juifs ont donné des chiffres de victimes évoluant entre 950 000 et 2 millions. Le chiffre de 1,1 million, dont près de 900 000 juifs assassinés dès leur arrivée, est aujourd'hui le plus souvent cité. Jacqueline Tessier et Denise Hochstein racontent l'horreur des camps au micro de France 3. J'y pense tous les jours. Je passe pas une journée sans y penser. Je me couche le soir, je me dis je vais coucher dans un bon lit. Il n'y aura pas les rats qui viendront sur nos pieds, comme dans les camps, essayer de nous voler notre pain. J'avais eu un sacré caractère, je crois. Et ma devise, c'était « ils m'auront pas ». Je me le disais tout le temps et ça a été très proche. Nous, on faisait que des idioties, transporter des machines à coudre sur pied, transporter des tapis d'un bout du camp à l'autre. C'était le pire, ça. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'un tapis inondé peut être lourd. Le but, c'était de nous épuiser. Quelques jours avant que les Russes n'arrivent, les Allemands nous ont renvoyés en Allemagne. On est reparti dans des wagons à bestiaux, à 100 par personne, wagons découverts, la neige, la pluie. Et on a roulé, on est arrivé à Bergen-Belsen. Dans ce camp, épidémie de typhus. Et pas de soins. Alors, dans les couloirs par terre, avec 1 demi-litre de soupe de betterave par jour. Et puis, on avait la diarrhée. La diarrhée, c'était donc le typhus à température. Alors, on allait ramasser des petits morceaux de bois brûlés. Puis, quand on rentrait venait dans notre baraque, on pilait ce bois brûlé et on le mangeait pour arrêter la diarrhée. 11 février 1945, le rendez-vous de Yalta. « 11 février 1945. Du 4 au 11 février 1945, le Premier ministre britannique, le président américain et le dirigeant soviétique se réunissent au palais de Livadia, une ancienne résidence d'été du Tsar, à Yalta, sur les rives de la mer Noire en Crimée. Leur objectif ? S'entretenir de l'avenir de l'Allemagne post-Hitler. À ce moment-là, la défaite du nazisme semble inévitable, puisque l'armée rouge est à moins de 100 km de Berlin. Ils sont tous les trois au premier plan de cette photo qu'on ne connaît que trop bien. De gauche à droite, Churchill, Roosevelt et Staline. Churchill et son cigare baignent dans un manteau gris presque trop grand, les jambes croisées. Il semble converser avec Roosevelt. Le président américain le regarde, une cigarette à la main, drapé d'une lourde cape bleu marine. À leur côté, Staline semble presque à l'écart, assis raide sur son fauteuil en bois, le regard fixé droit devant, une casquette rouge sur la tête. Il ressemble à s'y méprendre à une affiche de propagande soviétique. Staline, Roosevelt et Churchill posent pour l'histoire. Ils ne se reverront jamais. 2 mois plus tard, le président Franklin D. Roosevelt succombe à la maladie. 5 mois après, les électeurs britanniques, las de sang, de douleur, de privation et de difficiles victoires, rejettent massivement Winston Churchill, celui que Hitler et la Luftwaffe n'avaient pu abattre. Seul restera Staline. Il ne mourra qu'en 1953 et sera le grand vainqueur de Yalta. En pleine guerre, Roosevelt avait eu bien du mal à le convaincre de la nécessité d'une rencontre. Car depuis Téhéran à la fin de 1943, les 3 grands n'avaient eu aucun contact direct. Or, Roosevelt voulait obtenir de Staline la promesse de l'entrée en guerre de l'URSS contre le Japon. Il voulait également connaître le sort qu'il réservait à l'Allemagne et quelle liberté il accorderait au pays que ses troupes libéreraient. Enfin, pour l'histoire, il désirait amarrer solidement l'Empire soviétique à l'Organisation des Nations Unies, dont il s'était fait le champion. Remarquons-le immédiatement. À Yalta, on ne trouve ni la Chine, alors celle de l'anticommuniste Chiang Kai-shek, ni la France de De Gaulle. Quelques jours avant l'ouverture de la conférence,
Harry Hopkins, qui accompagnera Roosevelt à Yalta, était venu expliquer avec embarras au général que l'instabilité politique chronique de la France entre les deux guerres, la soudaineté de la défaite de 1940, la fragilité du gouvernement du moment excluaient la France d'une rencontre capitale aux yeux du président des États-Unis. Un affront pour le général. Or, c'est d'abord de la France dont il est question à Yalta. L'Allemagne vaincue et partagée entre ses vainqueurs, la France aura-t-elle droit à une zone d'occupation ? Avec des mots blessants pour notre pays, Staline répond non. Roosevelt laisse tomber un oui condescendant. C'est Churchill qui, tout au long de la conférence, se montre le plus ardent défenseur des intérêts français et le plus ardent avocat de la cause des petites nations. C'est en vérité par souci des intérêts britanniques qu'il défend le principe d'une zone française. Et c'est par réalisme européen qu'il lutte en faveur de la Pologne, de la Yougoslavie, de la Hongrie, de la Bulgarie, de la Roumanie, des États baltes et de la Finlande. Où seraient leurs frontières ? Leur population aurait-elle la possibilité d'élire démocratiquement leurs dirigeants ? Où seraient-ils parachutés de Moscou ? À l'ONU, la voix d'un petit pays pèserait-elle, dans certains débats, du même poids que celle des États-Unis, de l'URSS, de la France ou de la Chine ? Il y a eu beaucoup de conférences avant celle de Yalta. Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint au Figaro Magazine, lors du Ciné-Club du Figaro Histoire. Et puis surtout, il y a Moscou en octobre 1944. Churchill va à Moscou, et c'est là cette fameuse soirée. On ne sait pas très bien si Churchill était ivre-mort ou très fatigué, mais en tout cas, ils dessinent une carte de l'Europe avec Staline tous les deux, et ils se mettent d'accord pour se partager d'une certaine manière les influences britanniques et russes. Par exemple, la Roumanie, une fois que l'Allemagne sera vaincue, la Roumanie aura 90% d'influence soviétique et 10% anglaise. La Bulgarie, 75% soviétique, 25% anglaise. Ils écrivent ça sur un bout de papier et ils partent sur cette idée-là. Et quand ils se retrouvent à Yalta, en février 1945, d'abord, n'oublions pas que c'est parce que Staline, alors qu'il avait reçu déjà Churchill à Moscou, ne veut pas quitter l'URSS, donc il reçoit à domicile, en l'occurrence en Crimée à Yalta, donc il fait venir Roosevelt et Churchill, mais pas De Gaulle. Roosevelt, il est à 2 mois de mourir, il est très fatigué, il est très affaibli, donc il n'y a que Churchill, d'une certaine manière, qui pourrait défendre certaines choses occidentales. Ils sont là pour discuter de quoi ? Effectivement, du sort qu'on va réserver à l'Allemagne après la défaite, de la réorganisation du monde après la défaite, et on commence à parler de quelque chose qui s'appellera l'ONU, qui sera créée à la fin de l'année 1945. Cette conférence de Yalta s'inscrit dans cette succession de rencontres plus ou moins formelles entre les grands de ce monde qui vont effectivement décider du sort des peuples d'après-guerre. L'essentiel des discussions porte sur la Pologne. Ce qui serait accepté par les Occidentaux pour ce pays, martyr de l'histoire et du pacte germano-soviétique de 1939, vaudrait pour tous les autres pays de l'Est, tout à la fois libérés et occupés par les armées soviétiques. Le 11 février 1945, les formules ambiguës du communiqué final de la conférence de Yalta ne peuvent laisser d'illusions qu'à ceux qui se bercent d'illusions. Tout ce qui était conquis et tout ce qui allait être conquis par les armées soviétiques serait soumis à un strict régime communiste. La Pologne remodelée dans ses frontières est l'exemple le plus visible de cette démocratisation à la soviétique, qui longtemps a fait la loi sur la moitié de l'Europe. Si Roosevelt avait vécu, si Churchill n'avait pas été congédié par les électeurs britanniques, aurait-il pu rappeler à Staline, avec quelque chance d'être entendu, ces vagues promesses de Yalta ? On ne refait pas l'histoire. « 13 février 1945, Dresde, le mercredi des cendres. Après tant d'autres villes allemandes, c'est Dresde qui est visée aujourd'hui par l'aviation alliée. Dresde, point d'appui de la résistance allemande contre l'offensive soviétique. Dans le sillage glacé des hautes altitudes, les appareils américains traversent le ciel. Voici l'objectif. Initialement, les bombardements aériens avaient un but. Détruire les usines d'armement de l'adversaire, ses voies de communication, ses centres militaires vitaux. Il était tacitement admis, par les Anglais comme par les Allemands, que les populations civiles ne constitueraient pas des cibles systématiques. Ces bonnes intentions furent oubliées d'autant plus rapidement que les bombardements ne suffisaient pas à casser la machine de guerre ennemie. Les villes, plus facilement accessibles et moins bien défendues,
devinrent alors des cibles privilégiées. À défaut de casser le matériel, on pouvait tenter de casser le moral de l'adversaire. Les premières étapes de cette guerre aérienne contre les civils sont marquées par les représailles allemandes. Le 14 novembre 1940, en réponse à un bombardement mineur sur la périphérie de Berlin, Hitler envoie 515 avions pour bombarder Coventry. Les dégâts sont considérables et le mot « coventrisation » devient synonyme d'anéantissement. Malgré les lourdes pertes subies, les Britanniques résistent. Et au fil des années, les bombardiers britanniques perfectionnent leur technique de bombardement. Ils ajoutent des bombes incendiaires de 4 livres et inventent la tactique de l'ouragan de feu. La première grande mise en pratique de cette tactique a lieu à Hambourg en juillet 1943. Les avions anglais bombardent la ville et le port dans la nuit du 24 au 25 juillet, du 27 au 28, du 29 au 30 et du 2 au 3 août. L'opération avait été baptisée Gomorrhe, du nom de cette ville biblique qui, pour ses péchés, avait été avec Sodome anéantie par le feu du ciel. Et c'est bien le feu tombé du ciel qui anéantit Hambourg. Dans la nuit du 27 au 28 juillet et celle du 29 au 30 juillet, le feu allumé par des centaines de milliers de bombes incendiaires a pris des proportions inimaginables. Un vent de feu de plus de 150 km/h a dévoré le centre de la vieille ville. Des températures de 800 degrés ont réduit en cendres les habitants, dont les abris se trouvaient au cœur de cette infernale chaudière. En février 1945, l'opération Thunderclap frappe Dresde, qui, contrairement à Hambourg, n'a pas d'objectif militaire ou industriel. La nuit est venue. Les avions anglais arrivent à leur tour et lâchent 650 000 bombes incendiaires. C'est alors le spectacle d'enfer d'une ville qui éclate et qui brûle. La ville, sans défense, est encombrée de centaines de milliers de réfugiés fuyant l'avance des soviétiques et ses cruautés. Dans l'idée de Churchill, il s'agit de faciliter cette avance en portant un coup mortel au moral allemand. Aussi, les attaques ne sont pas étalées comme à Hambourg, mais concentrées. 3 heures seulement séparent la première, le 13 février, de la deuxième. 75 000 foyers sur 220 000 sont détruits. Ils abritaient des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui, eux aussi, ont disparu dans les flammes. Nora Lang, 13 ans à l'époque, se souvient au micro d'Euronews. Les bombes tombaient sans arrêt. Il y avait ce grondement permanent. Un bruit qui me faisait penser à des boulets de charbon ou des pommes de terre cognant sur ma tête. À l'époque, c'était un bruit qui nous était très familier. De tous les bombardements sur l'Allemagne, celui de Dresde fut l'un des plus meurtriers. 7% environ des 350 000 morts recensés pour tout le pays, soit officiellement 25 000 victimes des bombardements de Dresde. Aussi, le 25 février 1945, des charrettes tirées par de grands bœufs transportent des milliers de corps sur la place de l'Altmark. Après une dernière tentative d'identification, les soldats allemands les mettent en tas dans un désordre impudique. Ils dressent 5 grands bûchers, puis allument le feu. Les cendres de ces victimes des 3 attaques successives sur Dresde sont ensuite jetées dans des fosses communes. Merci d'avoir écouté ce premier volet des sagas du Figaro Histoire consacré à l'année 1945. Dans le deuxième épisode, nous reviendrons sur la chute des régimes italien et allemand, illustrée par le meurtre de Mussolini et le suicide d'Hitler. Nous nous rendrons également au Nid d'Aigle, en compagnie des troupes françaises. Cet épisode a été adapté pour l'audio d'après le texte de Henri Amouroux pour le Figaro hors-série. Il a été réalisé par Astrid Landon avec les voix d'Emmanuel Vieilly et Louis Chabin.
À la production, Aude Cérès et Salomé Boulet. Prise de son, Louis Chabin. Le Figaro hors-série 1945, La Chute, est disponible en kiosque et sur Figaro Store. Vous pouvez retrouver les sagas du Figaro Histoire sur le site du Figaro, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite.